Quand j'étais gosse, je partais en vacances l'été au bord de la mer dans un camping. Un soir, je devais avoir entre 8 et 12 ans. Un grand a sorti une boîte de jeux pour animer une partie à ma bande de potes et à moi. Une des plus belles soirées de ma vie, elle m'a transformé. C'est la première fois en fait que je rentrais en contact avec à la fois les figurines, le jeu de rôle et les jeux de plateau. C'est avec une certaine émotion même que je vous en parle ce soir. Émotion car je vais réveiller aujourd'hui avec vous un de mes plus beaux souvenirs de gosse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma faille temporelle. Aujourd'hui est un jour important pour la chaîne. C'est la vidéo qui m'a demandé le plus de recherche et d'investissement depuis mon projet sur YouTube, depuis que j'ai démarré le projet sur YouTube. Je suis relativement excité et très impatient de vous dévoiler la vidéo. Aujourd'hui, on va quand même ouvrir une boîte qui est assez rare, je pense. Je vais vous faire découvrir une édition originale du jeu HeroQuest de 1989. HeroQuest, sûrement le plus célèbre des jeux de plateau incluant des figurines, est né de deux géants du jeu et du jouet. Milton Bradley, connu sous le nom de MB, et Games Workshop. C'est le projet d'un homme, Stephen Baker. Il débuta chez Games Workshop où il travaillait à mi-temps après ses études. Plus tard, il fut recruté par MB pour son expertise en création de jeux. Il réussit à convaincre son nouvel employeur de proposer un jeu de plateau encore inédit dans leur catalogue, inspiré de la fantaisie médiévale et incluant des figurines. La technologie de MB n'était pas à l'époque assez performante pour réaliser les futures figurines de ce jeu de plateau. C'est donc tout naturellement qu'il recontacta ses anciens collègues de chez Games Workshop pour leur proposer la création des figurines. La collaboration était née. Ose affronter ton destin. Déchaîne les forces du mal venues du plus profond des entrailles de l'oubli. Utilise la magie contre tes pires ennemis. Trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, vous ne serez plus jamais le même. En France, le jeu fut distribué de 1989 à 1994 et il connut vraiment un beau succès malgré la mauvaise presse qu'avait le jeu de rôle à l'époque dans l'Hexagone dans les années 90. L'illustration de la boîte, ainsi que celle des extensions à venir, sont l'œuvre d'Edward Miller sous le nom de Les Edwards. Artiste britannique né en 1949, l'étendue de son influence est mésestimée. Son talent est représentatif de toute une époque, que cela soit pour MB, des éditeurs de livres, Games Workshop, mais également pour le cinéma. En témoigne cette illustration qui servit de poster pour la promotion du film Death Inc. de Carpenter en 1982 aux États-Unis. Le jeu remporta en 1992 le prix Origins Award de la meilleure présentation graphique d'un jeu de société. M'est avis que l'imagerie de Les Edwards y est pour quelque chose. Le succès de ce jeu se répercuta sur plusieurs supports, et on va prendre le temps de découvrir quelques produits dérivés. Soyez patients, ma boîte ça fait presque 35 ans qu'elle attend qu'on l'ouvre, je pense qu'on peut encore patienter quelques minutes. On va commencer cette petite rétrospective avec un magazine, le HeroQuest Marvel Winter Special, paru en 1991 en Angleterre. Ce fanzine de 37 pages offrait de multiples goodies pour agrémenter les aventures d'HeroQuest et étoffer son univers. Sur l'envers de la couverture, qui portait l'illustration de l'extension Karak Varn, on trouvait directement des tuiles exclusives afin de créer des scénarios inédits. Suivez deux nouvelles. Puis des conseils de peinture faisant usage des aujourd'hui très recherchés Citadel Color Pencil. À la suite de cela, The Revenge of the Riverman, un scénario complet et inédit. Cette nouvelle aventure s'enchaînait avec une seconde, mais cette fois sous l'aspect d'un véritable mini-comics permettant toujours plus de se projeter au cœur de l'aventure.
Le magazine se terminait par un peu de réclame, et comme il commençait, par des tuiles spécialement imprimées pour satisfaire les idées les plus imaginatives des maîtres du jeu. Autant vous dire tout de suite que trouver un exemplaire de ce fanzine en bon état de nos jours sans craquer son PEL, c'est très compliqué. J'en ai trouvé qu'un seul en vente et les prix étaient cosmiques. Néanmoins, en Angleterre toujours, la même année en 91, sortait également une parution qui a réveillé chez moi un pic de collectionnite aigu. J'ai retourné tous les internets pour trouver des informations en son sujet. Après des mois de recherche, puis quelques semaines de négociations, on va pas se mentir, j'ai fini par dénicher un exemplaire. Est-ce que vous vous souvenez des albums stickers Panini quand on était gosse? En Angleterre, c'était Merlin qui avait le lead à ce propos. Ça vous dit d'avoir 10 ans à nouveau de coller quelques étiquettes avec moi? La couverture reprenant simplement l'illustration de la boîte principale, à l'intérieur, la carte du vieux monde de Warhammer, dans lequel se déroulent les aventures d'HeroQuest, est agrémentée d'un petit texte d'ambiance. Les forces du mal s'obscurcissant sont partout, mes amis. Alors écoutez bien les paroles de Mentor, gardien de l'or tome, le grand livre du secret. L'album que vous détenez contient également des secrets. Lorsque vous compléterez cette merveilleuse collection HeroQuest, ils vous seront tous révélés, connus seulement par vous. Les 192 images que vous recueillerez dévoileront des histoires de nouveaux héros de l'Empire, qui se battent avec l'épée et la sorcellerie pour combattre les ordres monstrueuses du chaos. La quête ultime des héros est de sauver l'étoile de l'Est, un bijou étincelant porté uniquement par les plus grands champions de l'Empire. Le but ultime à collectionner, l'une de ces 24 images en argent supplémentaires. Mais où se trouve sa position dans l'album? Ah oui, c'est en secret. Grâce aux actions des héros dans les quêtes, vous devez décider lequel d'entre eux est digne d'être orné de l'étoile de l'Est. Lorsque cela est fait, placez l'image de l'étoile au-dessus du ruban du nom de votre héros préféré. Mais choisissez sagement, mes amis. Le destin de l'Empire lui-même sera entre les mains du champion que vous choisirez. On trouvait ces petits stickers dans des sachets noirs, comme ceci, contenus dans des cartons avec le même design. S'il en existe encore des scellés, je les trouverai. Life Goal, complétez cet album de stickers avec vous. On peut voir au dos de l'album une vieille pub pour un jeu vidéo Amiga sorti en 1991 et je peux pas résister à l'envie de vous montrer quelques images. Bon allez, tout le monde a assez patienté, moi le premier, on va l'ouvrir cette boîte. La façade de la boîte, quelque peu délavée, trahit certainement une exposition trop longue à la lumière du soleil. Peut-être dans une vitrine de magasin. Le plastique, déjà bien déchiré à l'arrière, a quand même fait son devoir de protection. Encore le prix en francs, 199 francs 50, environ 30 €. Alors spoiler, je les laisse pas payer ce prix-là. Je ne vous cache pas la petite émotion à l'ouverture. Commençons à dépuncher les fiches des héros. Puis l'écran du MJ, avec Mentor, le conteur omniscient de l'histoire. Le plateau de jeu avec ses salles pavées. Le livre de règles, ainsi que celui des quêtes.
les cartes et déjà à l'époque, les ouvertures faciles c'était de la merde. Ce paquet contient les cartes de monstres, les trésors, les sorts, les événements et pièges. Ensuite, les feuilles de personnages. Ce sont les éléments les plus difficiles à trouver à part lorsque l'on veut reconstituer une boîte d'époque. Et voici les dés, incluant 2 D6 ainsi que 4 dés spéciaux servant pour les combats. Jetons un petit œil aux figurines. En premier, les 4 héros. L'elfe, l'enchanteur, le barbare, et le nain. Puis les monstres, nous avons les Fimir, les momies, les zombies, les squelettes, les guerriers du chaos, les orques et les lutins. Ça, c'est la gargouille, le boss du jeu. Seule figurine de la boîte n'étant pas un monobloc. Les monstres existent avec des variantes d'armes, ce qui est appréciable. Je remarque aussi en détachant les figurines que les grappes sont très solides. Sur la grappe grise se trouve le sorcier du chaos qui ne possède pas de carte. La grappe blanche possède des petits crânes qui vont servir à embellir le mobilier. En parlant du mobilier, on va montrer quelques éléments. En premier lieu, une porte, ici ouverte. Sur la grappe marron dédiée au mobilier, des petits rats ayant la même vocation que les crânes. Voici ensuite le râtelier d'armes. La plupart des éléments suivants sont assemblés grâce à un bout de carton, pré-plié, maintenu par des éléments en plastique. S'ensuit une bibliothèque, une table, la cheminée. Et je remarque que mon exemplaire possède un défaut de prédécoupage, le gabarit n'étant pas centré sur l'illustration. Ici, une tombe. Un pupitre de sorcier sur lequel sont prévus 2 chandeliers. Un chevalet de torture. Et un trône. En mobilier, la boîte contient également un buffet, des tables, un établi d'alchimiste. Mais je voulais pas une vidéo trop longue, du coup le peu d'éléments restants dans la boîte vous seront dévoilés lors de vidéos ateliers dédiées à la peinture de ces figurines. Mais avant d'en arriver jusqu'ici, il me semble que je vous ai pas tout dit à propos de cette licence. Ce serait pas la première extension ?